Comme vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sponsors ou des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Benoît Matisse, Peter Schaeffer, Martin-Philippe Boutland, Walter Christophe, Alain Consentino, Pace Trader, Touki42, Patrick Perrier, Matt Thompson et Sébastien Bonneton. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On suit toutes les news, on suit tout ce qui se passe, on écume les blogs, les news et tout ce qu'il y a d'important. Et on vous en fait un petit résumé en environ 1 heure dans cette émission chaque semaine avec une bonne petite dose d'analyse, j'espère, et puis une bonne humeur qui sera contagieuse pour vos trajets ou votre ménage ou votre séance de sport, etc. Un bon moment passé en notre compagnie, je dis notre puisque je suis Patrick Béja et je suis accompagné de Cédric Ingrand. Comment ça va, Cédric ? Salut Patrick, ça va très très bien. Ici à Paris, il fait très très beau. Je te tiens au courant de ce qui se passe oui. dans la mère patrie. Eh ben écoute, moi je serai à Paris dans quelques semaines, dans pas longtemps. Et ici, en Finlande, il fait très très beau aussi, mais ça veut pas dire tout à fait la même chose, très très beau en Finlande et à Paris en fait. Je crois. Uh-huh. Tu vois, nous, il fait 15, on a l'impression que c'est on est au milieu de l'été, là. Ils sont tous en débardeur, c'est ça. C'est ça, exactement, oui, alors que chez vous, il fait presque 30. Ouais. Donc, je sais pas très bien comment ça va se passer, surtout que je vais venir avec mon petit bébé qui, lui, n'a jamais connu de tels climats tropicaux. Donc, ça va être une expérience intéressante. Mais on a des choses tout à fait aussi intéressantes au moins et détaillées aujourd'hui. On a la conférence Facebook F8 qui s'est tenue la semaine dernière. C'est la conférence qui lance les conférences, la saison des conférences des constructeurs informatiques pour leurs développeurs. Et il y a plein de choses intéressantes qui ont été annoncées. Il y a également des informations sur les ventes de l'iPhone X qui sont un petit peu surprenantes. On a le FBI qui se fait attaquer par des essaims de drones. On a la Chine qui met des capteurs d'ondes cérébrales sur ses habitants pour les surveiller, plus ou moins. Enfin, on va vous détailler ça. Et plein d'autres choses dont on va discuter. Mais commençons, comme je le disais, avec sans doute le gros morceau de la semaine, la conférence Facebook F8. Alors, comme je le disais, les conférences qui ont lieu en ce moment, on aura très bientôt la conférence Microsoft et la conférence Google, suivie de la conférence Apple dans quelques semaines, sont les conférences pour les développeurs, où les grandes sociétés de la tech expliquent ce qu'ils sont en train de mettre en place pour les développeurs d'applications, pour les gens qui utilisent ces plateformes et ces logiciels et ces matériels. Mais pas seulement, ça a aussi vertu quand même à parler au reste du monde, le plus souvent. Après, il y a évidemment des workshops, des trucs vraiment purement pour les développeurs, mais d'ordinaire, la conférence d'ouverture, c'est un peu Urbi et Torbi, hein. Oui, non, t'as tout à fait raison. C'est un outil marketing également qui sert à présenter des produits et des évolutions de services. Et en l'occurrence, pour Mark Zuckerberg, pour F8, c'était un exercice qui était sans doute un petit peu délicat puisqu'il sort de la controverse Cambridge Analytica, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est en train de fermer ou se renommer, on ne sait pas trop. Cambridge Analytica ne va visiblement pas continuer à opérer sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. Ils vont changer la plaque en bas de l'immeuble. C'est ça, un petit peu, ouais. J'imagine qu'il y a peu de gens qui voulaient travailler encore aujourd'hui avec Cambridge Analytica, mais bon, un petit changement de nom, on prend les mêmes, on recommence. Je pense que ça va être assez simple à gérer. Mais donc, pour Zuckerberg, c'était un petit peu compliqué. J'ai l'impression que l'exercice s'est pas trop mal passé. Il a réussi à se focaliser sur d'autres sujets que les sujets qui fâchent, même s'il les a tout de même évoqués, c'était inévitable. Et notamment sur le sujet de l'Oculus Go, le casque de réalité virtuelle qui est enfin disponible on dit de Facebook, mais en fait c'est de Oculus qui appartient à Facebook. Et puis d'autres sujets sur les autres produits de Facebook. D'une manière générale, tu as trouvé l'exercice réussi. On va parler de l'Oculus Go en longueur dans un instant, mais c'était une conférence intéressante quand même, j'ai trouvé. Ouais,
Ouais, il y avait à manger. Hein. Il était pas, Zuckerberg était clairement pas venu pour rien dire. Et de fait, vu le contexte général, il avait quand même intérêt à avoir des choses à annoncer pour, ne serait-ce que pour changer un peu le sujet de la conversation. Exactement. Ouais. Donc tout ça était assez bien trouvé. Et de fait, on attendait un peu Oculus Go, on attendait des choses comme ça, mais on s'attendait pas à tout ce qui a été annoncé dans la conférence. Après, Zuckerberg est pas le seul à parler, mais ça tombe bien parce que c'est pas le meilleur, tu vois, c'est Orateur, pas, ouais. ouais, c'est pas son truc, mais ça se défend tout à fait bien, mais il le fait pas mal et on sent qu'il s'est bien entraîné, etc. Mais on sent que c'est pas son exercice préféré au monde, surtout encore une fois vu le contexte. Et donc, puisqu'on doit parler des sujets qui ont été évoqués, la première chose que je remarque, c'est à quel point Facebook est devenu monumental aujourd'hui. Je disais ça à propos de Amazon, j'ai l'impression, il y a pas une semaine. Et Facebook également, quand on voit le nombre de produits qu'ils ont, on se rend compte à quel point c'est pas juste Facebook n'est pas du tout juste Facebook, ne serait-ce que des applications comme WhatsApp ou Instagram, ce sont des écosystèmes à eux seuls et c'est vraiment monumental, on s'en rend bien compte dans ce type de conférence. Mais donc parlons du gros morceau tout de même, on vous a assez fait patienter. L'Oculus Go, ce casque de réalité virtuelle totalement autonome, qui a été développé donc par les équipes d'Oculus, dont on sait qu'elles sont très à cheval sur le design et la facilité d'utilisation. Il a des avantages énormes par rapport à la plupart des casques existants, c'est-à-dire qu'il réunit les qualités des casques qui sont basés sur des téléphones et il est à mi-chemin, mais des casques qui sont basés sur des connexions à des consoles ou des PC. Donc, ça, c'est un truc de geek. La vraie immense qualité de ce casque, enfin, il y en a deux, mais qui sont conjointes, c'est son prix, $199 aux États-Unis, c'est quoi, c'est 219 € chez nous? 219 pour la version 32 Go chez nous, c'est ça. Voilà, mais surtout que pour le prix, il est autonome. Pas besoin d'y insérer un smartphone, il a déjà toutes les connexions sans fil, enfin, etc. C'est-à-dire que voilà, il fonctionne. On le met sur la tête et ça roule, quoi. Voilà, il fonctionne out of the box. Alors, il faudra quand même lancer une application compagnon sur ton smartphone, etc. Mais ça, voilà. c'est pour l'installation. Après, il est vraiment complètement autonome. Ouais. Exactement. Il sera pas rattaché à un PC, il va pas mobiliser un smartphone, etc. Donc ça, c'était un peu la promesse. Il y a d'ailleurs pas qu'Oculus qui fait cette promesse depuis longtemps. Il y a des standards qui se cherchent un peu, mais voilà, pour le prix. On aurait pu attendre à ce que ce soit plus cher que ça. Je pense qu'ils font un gros effort sur le prix, qui est quand même extrêmement raisonnable, parce que encore une fois, ils ont racheté Oculus pour 3 milliards il y a 4 ans. Et donc ça fait 4 ans qu'on se gratte la tête en disant non mais quand est-ce qu'on va voir un produit qui sera à l'échelle de l'attente, c'est-à-dire un produit qui soit capable de devenir une véritable implémentation vraiment grand public et pas juste un truc de geek pour faire de la VR une interface crédible, enfin quelque chose de vraiment intéressant. Et donc on sent ils ont fait des efforts sur le design, sur le prix et puis sur ce qu'on va faire avec et les applications. Bah justement, il y a, à mon sens, un début de réponse possible à cette question. Est-ce que ça va valoir le coup ? Alors, on a des retours assez élogieux pour les tests de ce produit. On en a d'ailleurs parlé il y a quelques heures avec notre ami J.K. Loret dans le rendez-vous jeu. Alors, c'était un petit peu sous l'angle gaming, mais si vous voulez une description très longue des fonctionnalités et des avantages et des inconvénients du produit, je vous invite à aller écouter le rendez-vous jeu également, puisqu'il l'a eu entre les mains pendant une semaine. Mais pour résumer la chose, les compromis qui ont été faits pour la conception de cet appareil autonome et bon marché, oui, il y a des compromis par rapport aux autres produits de réalité virtuelle, mais ce sont les bons compromis. Il reste très utilisable, il reste agréable à utiliser, il est autonome suffisamment, il a une qualité d'image qui est suffisante, il a un taux de rafraîchissement qui est suffisant, on n'a pas de déplacement dans tous les angles, dans tous les axes avec l'appareil, parce qu'il n'y a pas tous les capteurs, on peut juste se déplacer, on va dire, on peut faire des rotations, mais pas de déplacement dans l'espace simplement en bougeant la tête. Mais par contre, on peut se déplacer avec la petite télécommande qui a un pavé tactile pour se déplacer dans l'univers. On n'a pas de manette très perfectionnée pour simuler les mains dans l'environnement virtuel, mais on a cette télécommande, encore une fois, qui peut simuler une
une main en fait dans cet environnement. Donc on a juste ce qu'il faut pour se dire à 200 € à peu près, à peu de choses près, ça devient un achat intéressant qui donne un avant-goût ou un premier goût de ce qu'est la réalité virtuelle et de ce qu'elle peut permettre, de ce qu'elle peut avoir d'intéressant, d'autant plus que, comme tu le disais, il y a beaucoup d'applications qui sont en cours de développement. On a toutes les applications, ou presque, qui étaient prévues pour le Gear VR et tous ces appareils dans lesquels, en fait, on avait un boîtier dans lequel il fallait insérer un téléphone pour avoir une expérience de réalité virtuelle. Là, on a le bénéfice de toutes ces applications qui ont déjà été développées, donc il y a des choses intéressantes. Et Facebook et Oculus sont en train de développer tout un tas d'autres applications également. Il y a des jeux évidemment, mais il y a beaucoup d'applications qui sont basées sur l'idée, par exemple, d'assister à un spectacle ou un concert et d'être dans une sorte de salle virtuelle dans laquelle, une salle immense, on va avoir à côté de nous d'autres personnes qui assistent au même spectacle ou au même concert, ou aller voir un match de foot ou un match de n'importe quel sport. Et la différence avec la télé simplement, c'est que on va pouvoir avoir un environnement presque à 360 degrés où on a le spectacle qui va recouvrir entièrement notre champ de vision. Donc plein d'outils qui sont développés comme ça, des outils pour regarder la télévision, on imagine Netflix, ce genre de choses également. Et là aussi, on peut le faire en commun avec d'autres finalement. Finalement, il est pour quoi ce casque? C'est pas uniquement pour le jeu. Est-ce que c'est pour ce genre d'application de consommation de contenu? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Où il va aller? Est-ce qu'il vaut le coup? Et où il va aller, ce casque? Le projet, quand même, c'est d'en faire un écran de plus, comme le smartphone a été un écran de plus, qui permet de faire toutes sortes de choses, parce que ça s'applique aussi au shopping, ça s'applique à plein de choses, à l'éducation, bien évidemment, à toutes sortes d'applications de découverte, d'exploration, évidemment au jeu. Là, le fait qu'ils lancent des applications qui vont faire du divertissement en direct, c'est quand même assez significatif. Il faut voir quelle tête ça a, parce que finalement, est-ce que regarder un match de foot à 360, ça a du sens? Bon, faut voir. Mais on sent que voilà, tout à coup, les choses sont en train de se mettre en branle chez Facebook pour arriver à faire de cette chose au moins un investissement crédible et pas juste. C'est-à-dire qu'on sent bien que depuis des années, Facebook rachète des sociétés juste mues par la peur de pas être de se faire remplacer finalement. Ouais, c'est ça, de pas miser sur le bon cheval de la prochaine course. C'était le cas pour Instagram, c'est le cas pour Oculus. Il y a eu d'autres choses encore, d'autres choses qu'on a vues plutôt dans leur développement que dans leur rachat. Je pense à Workplace, qui est le Facebook pour les entreprises. Mais après, il faut que ça transforme. Sur Instagram, c'était là où on disait quand même $1 milliard pour une application qui partage des photos. Vraiment, vous êtes sûr? Bon. En fait, ils l'ont quand même transformé dans un business qui aujourd'hui pourrait être totalement autonome et qui d'ailleurs s'autonomise, j'ai l'impression, parce que maintenant, ça y est, on va pouvoir faire des achats directement dans Instagram, payer dans Instagram, faire de la visio dans Instagram. Enfin, c'est... Les achats, entre parenthèses, tu le passes en une seconde, mais c'est vrai que c'est hyper important parce que un annonceur qui va mettre une pub de son produit sur Instagram avec photo, évidemment, ça fonctionne très bien. Et ben, du coup, on va pouvoir commander et acheter directement depuis Instagram. C'est énorme pour les annonceurs justement et même pour les utilisateurs dans une certaine mesure et pour Facebook encore plus quoi. Surtout qu'en fait maintenant dans la mode, dans le cosmétique, dans pas mal de choses, il y a des marques qui n'existent quasiment que dans Instagram. Ce qui est à la fois remarquable, génial et un peu dangereux. Parce que quand tu joues sur la plateforme de l'autre, c'est pas ton bac à sable. Mais voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point du coup il y a un recoupement assez frappant entre plusieurs activités de Facebook. C'est-à-dire que regarde, je sais pas, Messenger et WhatsApp. On va reparler de WhatsApp après, mais évidemment Instagram et Facebook, tout ce qui se passe sur le commerce sur Facebook. Bon, je pense qu'il reste une angoisse de toute façon chez Facebook de rater la prochaine vague quelle qu'elle soit. Et du coup, pour revenir à la réalité virtuelle, est-ce que là, ils sont en train de faire monter la vague avec ce produit spécifiquement si bon marché et si autonome? C'est-à-dire que si ça marche pas, même si ce n'est que la première version, la première implémentation d'un casque grand public et totalement
autonome. Si là cette mayonnaise-là prend pas, au moins de manière honorable, ils vont pas, je pense pas qu'ils vont en vendre 100 millions. Les faits auront tout loisir de me donner tort. Mais si la mayonnaise prend vraiment pas, là il faudra se poser des questions sur la viabilité de la VR comme une interface vraiment grand public. C'est-à-dire qu'on voit que ça marche. Regarde ce qui se passe chez PlayStation par exemple. Ça fonctionne, mais c'est normal parce que c'est l'excroissance d'une console. C'est une espèce de développement logique. La VR est pas un développement logique, surtout pour un réseau social. C'est vrai que moi je pense qu'on peut carrément dire que là on arrive à la deuxième génération de casques de réalité virtuelle. Avec ce casque-là, moi je pense vraiment, bon un petit peu comme toi, si ça marche pas là, là on pourra commencer à se poser des questions. La première génération, il y avait tout plein d'inconvénients presque rédhibitoires pour que ça se développe de manière vraiment significative. Là, on est dans un contexte où la VR intéresse beaucoup de gens, ne serait-ce que parce qu'ils sont curieux, et on a un produit qui est à un prix relativement abordable, on a un produit qui est utilisable, beaucoup plus utilisable que ces gros casques qu'il faut brancher sur un PC qui a des câbles qui sortent de partout. Là, l'énorme intérêt du truc, c'est qu'on le pose sur la table. Bon, on a un petit câble pour le brancher, mais on n'a même pas besoin, à la limite, de mettre de casque parce qu'il a des petits haut-parleurs qui fonctionnent pour ce qu'ils sont. On le pose sur la tête et on est parti, quoi. Donc, c'est le meilleur moyen de tester un petit peu ce que c'est que la réalité virtuelle. Et si à 200 € environ, ils en vendent pas assez pour que ça éveille l'intérêt, enfin, pour que ça soit un succès par rapport à ce qu'ils ont prévu. D'estime, quoi. Ouais, et puis, même pas d'estime, mais pour que ça soit un petit succès, ça veut dire qu'il y a pas que les gens sont juste pas intéressés. Parce que s'il y a pas assez de gens pour l'acheter à 200 €. Ouais, le but aussi, c'est pas seulement le but là, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est d'arriver à susciter de l'intérêt, à amorcer des premières ventes en volume dans le grand public, et puis du coup à montrer aux développeurs que ça vaut le coup de s'y mettre. Et du coup de générer la prochaine génération d'applications qui, elle, sera encore évidemment plus intéressante, plus rapide, plus voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment matière à faire des choses, mais moi, je sais pas, toi et moi, ça fait combien d'années qu'on se met des casques VR sur la tête en disant ah ouais, c'est chouette, et puis ça reste des espèces d'expériences sans lendemain parce que non, mais c'est ça, ça le truc, c'est que les inconvénients qu'on avait jusqu'à maintenant, ce casque-là, finalement, les efface un petit peu. Oui, il n'est pas parfait, oui, il n'est pas aussi performant. Encore que l'écran a une meilleure définition que les casques de première génération qu'on branchait sur les PC, le premier Oculus, le premier HTC Vive. Donc, et moi, je vais mouiller un petit peu. Je vais dire, je pense que ça va fonctionner. Je pense qu'ils vont en vendre suffisamment pour amorcer le truc et pour en sortir un nouveau modèle à terme. Je crois qu'ils vont en vendre clairement plusieurs millions. Je me hasarderai pas à donner un chiffre, mais je pense qu'ils vont en vendre plusieurs millions et qu'on va voir émerger un écosystème qui va finalement bénéficier à l'ensemble de la réalité virtuelle. Mais moi, je vais sans doute essayer de m'en procurer un, d'aller en acheter un. Quand je serai de passage à Paris, justement, ça sera plus simple. Mais d'ailleurs, si quelqu'un sait quand est-ce qu'ils arrivent à la Fnac en magasin, ça serait sympa de me prévenir. Ça serait très apprécié. Pourquoi la Fnac ? Non, enfin à la Fnac ou en magasin, où on peut les acheter en magasin, parce que mon passage est court à Paris, donc je sais pas si je peux le commander. Sinon, Amazon livre. Oui, mais je sais pas si je serai pile dans la... Et il est pas en vente chez Amazon, il est en vente chez Oculus, tu vois. Mais bon, bref, donc moi j'y crois. Moi je crois que ça va fonctionner, et je pense que c'est un achat qui semble, je l'ai pas encore eu moi-même entre les mains, mais qui semble possible à recommander aux gens qui sont curieux, qui sont VR curious. Et donc voilà, je pense que ne serait-ce que pour cette raison, il va s'en vendre un bon paquet, quoi. Écoute, j'aurai une opinion définitive dans pas longtemps. Le mien arrive cet après-midi. C'est bien. Tu pourras nous en parler un petit peu plus au prochain. Avec grand plaisir. On parlait justement de plein d'autres choses qui se passent sur Facebook et
avant de revenir à WhatsApp et à toutes ces histoires-là, on peut parler d'une nouvelle fonctionnalité totalement nouvelle qu'ils sont en train d'implémenter, qui est la fonctionnalité de dating, donc de rendez-vous. L'idée, c'est que ça génère des vraies relations, donc des rendez-vous amoureux. L'idée n'est pas de passer une soirée chaude avec quelqu'un qu'on aura rencontré sur, par exemple, Tinder. Hein, c'est un petit peu l'image qu'on a de Tinder. Moi... Je ne connais pas, étant donné que j'ai rencontré ma femme il y a bien longtemps, voilà. Avant la sortie. Ouais, moi, sommes vieux, donc... C'est ça. Mais l'idée de Facebook, c'est donc de vous créer un profil dating qui soit séparé de votre profil actuel, de votre profil public. Et alors, bien sûr, il sera public aussi, mais ils font quelque chose qui est très malin. Ils ne vont pas montrer votre profil dating à vos amis de Facebook. C'est hyper malin, je trouve, parce que évidemment, les gens que vous connaissez sur Facebook, bon bah vous les connaissez déjà. Si vous aviez envie d'essayer quelque chose avec eux, peut-être que ça serait déjà fait. Là, c'est vraiment pour rencontrer des personnes qui vont matcher évidemment avec vous selon toutes les informations qu'ils ont sur vous, et Dieu sait qu'ils sont nombreuses. Mais moi, je trouve ça, c'est encore une application de Facebook qui est assez évidente quand on en entend parler, auquel on n'aurait pas forcément pensé à l'origine, mais qui est hyper maligne. Et dans la foulée, Match.com, qui est l'un des gros acteurs de la rencontre sur Internet, a perdu bien sûr quelques pourcents en bourse, mais moi je pense que... En plus, Match, qui est un site de dating traditionnel, j'ai envie de dire, de rencontre traditionnelle, est aussi le propriétaire de Tinder. Et accessoirement, oui. Mais donc, de la même manière que quand ils se sont lancés dans la vente, dans les petites annonces, la vente d'objets locaux, là encore, on se dit, mais bien sûr. Et si, au-delà des réserves qu'on peut avoir sur les business models de Facebook et les pratiques de Facebook, etc., si on met ça de côté un instant, ça peut, enfin, forcément, ça peut marcher, quoi. Non ? Je sais pas. Est-ce que y a encore une fois toujours un vieux problème de confiance, même implicite, sur le fait d'arriver de dire alors je vais donc gérer un profil parallèle à mon profil public. Peut-être que quand même les gens ont pas forcément envie de mettre toujours tous leurs œufs dans le même panier. Si c'est pour faire du Tinder, le mieux est quand même d'aller sur Tinder. Pour le reste, il y a quand même déjà un paquet de sites de rencontres en ligne, tu vois, chacun avec un peu leur spécificité, voilà. Donc, je sais pas, je pense que ce sera intéressant de voir. Toi et moi n'allons évidemment pas aller ouvrir des profils séparés, quoique moi, un jour je suis allé ouvrir un profil bidon sur un site américain. Pour tester, il faut le connaître, quoi. Bah oui, c'est ça, et voilà, pour voir comment ça fonctionnait, parce qu'on me disait c'est un truc incroyable, c'est le Google du dating, et de fait c'était intéressant. Je m'arrêterai là. Non, mais enfin franchement, les gens, là encore, il faut penser aux gens normaux entre guillemets. Moi, je pense que si demain tu mets devant les yeux des combien 2 milliards d'utilisateurs de Facebook qui, entre parenthèses, bon, nous on pense à nos sociétés occidentales, mais il y a beaucoup d'endroits de la planète où Facebook a encore plus d'importance que chez nous. Si on leur met la possibilité on a tendance à partir dans des considérations un petit peu scabreuses quand on parle de ces sujets, mais je crois qu'il y a une vraie opportunité légitime de matcher des gens et de voir. D'ailleurs, ils ont dit en gros, on veut pas concurrencer Tinder. Nous, c'est pas notre but. Non. Et je pense que c'est clairement, enfin, c'est malin parce que si tu veux aller essayer de te trouver des plans d'un soir, tu vas pas le faire sur Facebook. Tu vas aller sur une app dédiée où tu as ton profil dédié ou machin. Il y a déjà plein de gens qui font ça sur Facebook. Hein. C'est pas. Je pense peut-être. Oui, là, la fonction a précédé l'organe. Hein. C'est sans mauvais jeu de mots. Mais pour du dating sérieux, moi je pense que oui. Pourquoi pas ? La vraie question, encore une fois, c'est de dire Facebook va faire du matching, c'est-à-dire te recommander des gens en disant regardez, apparemment vous avez l'air compatible, voilà, pourquoi pas. Mais basé pas sur les choses, à voir, mais apparemment pas seulement sur les choses qui seront uniques, que tu auras uniquement remplies dans ton profil séparé, mais évidemment sur des choses qu'ils savent déjà sur toi. Parce que bien sûr, oui, c'est l'idée. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment. Sinon, autant faire une application séparée.
Et là encore, je me souviens de cette expérience qui m'a fait beaucoup rire. Il y avait une anthropologue géniale qui travaillait pour Intel. Bon, je vous la fais rapide, et qui avait fait un jour un papier sur tout le monde ment sur Internet. Et un jour, en fait, elle racontait comment elle avait oublié son mot de passe Yahoo. Alors, elle fait la procédure pour bon, très bien. On lui dit voilà, quelle est votre taille? Alors, elle rentre sa taille. Ah non, ce n'est pas l'information que nous avons. Et en fait, elle avait triché sur sa taille la première fois qu'elle avait ouvert le profil. Et du coup, évidemment, elle avait oublié la véritable information. Quand tu ouvres un compte sur un site de dating, t'es évidemment, tu dessines un portrait qui est, on va dire, flatteur et on espère le moins éloigné de la réalité possible, mais qui reste quand même quelque chose qui n'est pas forcément la vraie réalité vraie. Tu vois, c'est trouve ton meilleur profil face à la caméra. Donc là, tout à coup, des matchs qui vont être organisés, et puis avec quelles informations? Parce que est-ce que les questions évidemment qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va taper dans la religion? On imagine évidemment les préférences sexuelles, enfin, etc. Ça évidemment. Enfin, oui, religion, la question peut se poser. Préférences sexuelles, j'espère qu'ils vont quand même accorder le truc, mais. Et apparemment, ils ne te le proposeront que si dans ton profil tu es marqué single. Intéressant. Mais c'est pas bête. Bon, enfin, on verra comment ça se passe. Moi, je pense qu'il y a effectivement un potentiel, mais on verra dans les mois à venir si ça se transforme en une partie importante de Facebook ou pas. On parlait effectivement des stories sur Instagram, sur Messenger, du fait qu'on va pouvoir acheter des produits directement sur Instagram, ce qui pour moi est une nouvelle fonctionnalité assez géniale, qui est pas non plus la plus originale qui soit, mais enfin quand même qui va, je pense, très bien fonctionner. Une des autres apps dont on n'a pas forcément parlé, c'est WhatsApp, qui a aujourd'hui, selon Facebook, 450 millions d'utilisateurs quotidiens de sa fonctionnalité Stories. Et là où c'est hallucinant, c'est que, bien sûr, Stories, c'est un des aspects de WhatsApp, hein, tout le monde ne l'utilise pas forcément, c'est le WhatsApp Status. Et là où c'est hallucinant, c'est que non seulement ils ont presque doublé en moins d'un an, ils sont passés de 250 millions à 450 millions en moins d'un an, mais surtout, quand on voit la fonctionnalité Stories qui vient de Snapchat, eh bien Snapchat déclare avoir moins de 200 millions d'utilisateurs quotidiens au total. Au total, pas juste les Stories. C'est ça. Au total, Snapchat a moins de 200 millions d'utilisateurs quotidiens. WhatsApp, rien que sur les Stories, 450 millions. Et c'est vraiment une fonctionnalité qui a été entièrement volée de Snapchat. Volée, c'est de bonne guerre parce que tout le monde se vole tout dans ces milieux où il n'y a pas de copyright sur les programmes et sur les fonctionnalités d'interface, sur les idées, heureusement. Mais Snapchat, qui était le roi du monde il y a 2 ans, j'ai l'impression, là, ils sont clairement en danger ils sont pas du tout irrelevant, comme on dit en anglais, ils sont pas du tout hors course. Mais enfin, ils sont plus du tout non plus sur la pente ascendante qu'ils avaient avant que Instagram et WhatsApp et toutes les propriétés Facebook se mettent à implémenter des stories chez eux. Des stories, tu peux en faire partout chez Facebook, hein, c'est ça qui est bien. C'est incroyable. Hein. tu sais, j'ai même le format stories finalement est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans l'application Netflix sur téléphone mobile, ils ont mis en place un système de preview de séries ou de films qui sont sur la plateforme en mode stories. C'est-à-dire que tu as exactement le même format avec des vidéos qui sont formatées pour être en mode en format portrait et pas en format paysage, et tu appuies dessus comme pour les stories, tu appuies dessus pour passer de l'une à l'autre, et c'est présenté exactement comme une stories. Et je viens de lire un papier il y a quelques heures qui semble considérer le format Stories comme un vrai premier format né d'Internet qui est en train de devenir un format universel. Et j'ai l'impression que on est clairement, enfin le format Stories a dépassé Snapchat largement. Et il est implémenté, enfin t'as raison, il est dans Facebook lui-même, dans Messenger, dans Instagram, dans WhatsApp, c'est tous des stories différentes, mais il est partout, quoi.
C'est amusant parce que j'ai jamais fait de story dans WhatsApp. Ouais, non, dans WhatsApp, moi non plus, non. Mais j'en ai fait dans l'app Insta, Patreon. Messenger, tout ça, ouais. Même dans l'app Patreon, il y a un truc qui s'appelle Lens, qui est en fait des stories que j'utilise de temps en temps pour partager des petits moments marrants avec la communauté des patriotes. D'ailleurs, tu sais quoi? On va en faire une maintenant tout de suite. Hop, sur Patreon. On lance l'application Patreon. On clique sur Stories et on fait hop, on passe sur moi et j'appuie et je suis en train de dire, je suis en train d'enregistrer le rendez-vous tech avec Cédric Ingrand, vous voyez l'écran ici, et ça sera publié dans une petite heure ou deux, quelque chose comme ça. Merci à tous, ciao ciao. Et voilà, et c'est publié sur Patreon aussi. Donc c'est vraiment universel aujourd'hui les stories. Mais c'est vrai qu'on a l'impression tu vois, que Facebook, sur ce sujet-là en particulier, est en train de devenir une espèce de formidable armada, et t'as Snapchat qui est un petit destroyer et qui est dans la ligne de mire de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, ils ont tous envie de se le payer. D'autant que chez Snapchat, on a l'impression que ça tâtonne un peu. Ils avaient changé l'interface pour la rendre un peu plus mainstream. Tout le monde s'est plaint. Ils sont repartis un peu en arrière. Mais en fait, la question qui sous-tend tout ça, c'est est-ce que Facebook a tué Snapchat ou est en train de tuer Snapchat à cause de leur taille? Est-ce qu'on revient dans cette problématique de monopole, quoi, finalement? C'est en tout cas un but avoué, oui. Puisqu'on parle de WhatsApp, tiens, Ian Koum, le président de WhatsApp et cofondateur de WhatsApp, quitte la société. Alors, Mark Zuckerberg a dit dans sa keynote, on est très content d'avoir travaillé avec Ian, personne formidable, il part en bon terme, machin. Les rumeurs diraient il serait pas très content de la manière dont Facebook implémente le chiffrement de WhatsApp et surtout de ce qu'ils veulent faire des données de WhatsApp, et donc qu'il part pour ces questions de vie privée. Ouais. Et il laisse beaucoup d'argent sur la table, entre parenthèses, avec ses stock options qui sont pas encore vested, qui sont pas activés, quoi. Ouais, qui sont pas arrivés à terme. Alors, il part quand même avec un peu d'argent. Oui, non, c'est sûr. Il en laisse sur la table, mais il part avec plus. Rappelez-vous, 19 milliards de dollars plus un Ornat. Enfin, tout va bien, je veux dire. Oui, je pense qu'il a pas non plus. Il va pas. Il va pas faire la manche pour manger le soir, quoi. Mais il est pas, comme on dit sur LinkedIn, en recherche de nouvelles opportunités. Tu vois. Enfin, il est peut-être en recherche de nouvelles opportunités, mais le besoin n'est pas pressant, quoi. Il a le temps de voir venir les doigts en éventail, tout ça. Mais enfin, c'est important parce que Ian Koum est ukrainien d'origine. C'est quelqu'un qui est très attaché à la question de la vie privée et du chiffrement, justement. Est-ce que c'est inquiétant pour WhatsApp? Ils ont redit, on est très attaché au chiffrement aussi chez WhatsApp, machin, mais c'est quand même inquiétant. Je sais pas. C'est toujours la même question depuis le rachat de WhatsApp. C'est-à-dire que le recoupement avec Messenger est tellement massif, même si c'est pas les mêmes. Pour Facebook, c'est des choses différentes parce que ça attaque pas forcément les mêmes géographies. Mais maintenant que Messenger a plus d'1 milliard d'utilisateurs, le recoupement est quand même massif. À un moment, est-ce qu'il va falloir les rassembler? Je pense pas. Je pense qu'ils vont quand même les garder séparés, avec des développements séparés. Mais on aura du mal à un moment à trouver la cohérence, quoi. Moi, je crois que Ian Koum va recréer une application de messagerie chiffrée et la marketer comme le truc le plus sûr au monde. Il va racheter Signal ou Telegram. Peut-être l'un des deux, mais à vrai dire, les gens qui sont très attachés à la question de la vie privée n'utilisent pas WhatsApp pour ça. Je pense qu'ils sont plutôt effectivement sur Telegram ou encore mieux sur Signal. Mais dernière info qui n'était pas directement liée à F8, mais il semblerait que Facebook soit en train d'étudier, de faire des études de marché sur la possibilité de proposer une version payante de Facebook qui n'utiliserait pas les données des gens. Alors, le fait qu'il l'explore, c'est pas très surprenant. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Ça a même été évoqué pendant le témoignage de Zuckerberg au Congrès américain. Là où ça devient intéressant, c'est que, étant donné que la possibilité est un petit peu s'approche un petit peu, même si ça reste très hypothétique, on en vient à se poser la question de si Facebook implémentait cette possibilité, est-ce que le simple fait qu'elle existe, alors qu'aujourd'hui tout le monde doit, entre guillemets, donner ses données privées pour avoir accès au service, si un jour il mettait en place un système d'abonnement,
est-ce que ça créerait immédiatement une sorte de schisme social où les gens qui sont riches, ils peuvent se permettre d'utiliser le service en payant de l'argent. Les gens qui sont pauvres, ils sont obligés de donner leurs données privées pour utiliser le service, encore une fois, dans un contexte où Facebook est parfois beaucoup plus important que le simple truc distrayant qu'on utilise nous. C'est une vraie question et peut-être qu'en voulant bien faire, ça créerait... Alors qu'aujourd'hui, tout le monde donne ses données privées, donc c'est pas que ça soit, la situation soit idéale, mais je sais pas, ça peut être une vraie question, quoi. Ouais, et puis ça pose la question du prix, ce serait combien, et de le mettre en regard de l'argent que Facebook gagne aujourd'hui et pourrait gagner demain par utilisateur aux États-Unis. On serait sans doute autour de quoi, $10 par mois, quelque chose comme ça, quoi, quelque dans chose les comme pays ça, occidentaux. J'imagine, parce que ça rejoint un peu les projections les plus optimistes de revenus par utilisateur aux États-Unis, pas du tout chez nous. J'avais fait des comptes il y a quelques temps et on voyait qu'en moyenne, par exemple sur toute l'Europe, le revenu moyen par utilisateur par an, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était $8. Par an, alors qu'aux États-Unis, c'est par mois. Oui, voilà. Ah, c'est surprenant quand même que ça soit. Il y a plus de pubs, c'est plus ciblé, il y a plus, tu vois. Moi, je pense que ça a dû changer déjà. Je sais pas quand tu as fait ton étude, mais. Oh ouais, non, ça a dû changer déjà. Ouais. Oui, mais enfin, en même temps, regarde, c'est quand la dernière fois que tu as cliqué sur une pub sur Facebook? Oh jamais, oui. Non, jamais. Voilà. Ouais. Mais enfin, c'est sur l'affichage, c'est pas forcément sur le clic aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Bref, disons que la question reste entière. Ça rapporte que de l'affichage. Mais la question existe effectivement et clairement, on n'a pas de réponse. Mais le fait qu'il l'étudie, il le remet sur le devant de la scène. Donc voilà, il y avait d'autres annonces également. Il y a, comme tu le disais, les vidéos, les appels vidéo qui arrivent sur Instagram aussi, si je ne m'abuse. Il y a des fonctionnalités avec réalité augmentée sur Instagram. Des nouveaux filtres. Des nouveaux filtres avec réalité augmentée également, plein d'autres petites choses, des traductions sur Messenger, les nouveaux groupes qui sont le nouveau, les nouvelles fonctionnalités de Facebook Group qui sont un petit peu plus mis en avant que les pages désormais, parce que c'est des trucs plus communautaires en fait. Facebook Workplace également qui a des intégrations de plein de services tiers. Quoi d'autre ? Un truc que j'ai pas mentionné. Les stories sur Instagram et sur Facebook seront désormais accessibles par les développeurs tiers. Donc, on pourra poster une stories depuis une autre application ou un autre développeur de contenu. Et on pourra poster directement sur Instagram en format stories. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. C'est impossible de tout couvrir, mais clairement, ça bouge du côté de Facebook, quoi. Un truc que j'ai oublié ou que tu veux mentionner ou on a fait le tour, Facebook, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Allez. Donc, on va avancer sur la suite des sujets qu'on voulait évoquer. Mais avant ça, je prends quand même une petite minute pour vous rappeler, comme toujours, que l'émission n'est pas sponsorisée par la pub. On ne vend pas vos données privées. D'ailleurs, on n'a même pas vos données privées. Et si vous appréciez ce genre de modèle, vous savez quoi ? La meilleure chose à faire, c'est de soutenir ces modèles, alors sur le Rendez-vous Tech ou sur d'autres produits qui vous proposent de payer pour, tout simplement. Et dans le cas du Rendez-vous Tech, on est vraiment dans un modèle, je pense, idéal, puisque vous ne payez que si vous le souhaitez. C'est comme ça que fonctionne Patreon avec l'émission. Vous allez sur Patreon, vous décidez, je veux donner $1, $2 par épisode, et vous décidez le nombre d'épisodes par mois que vous allez soutenir, et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Et ça, c'est entièrement à votre discrétion. C'est vous qui choisissez de le faire, de ne pas le faire, combien de temps, etc. Donc, c'est vraiment un business model hyper sain. Et si l'émission vous plaît, si elle vous apporte quelque chose, un bon moment, comme on le disait au lancement, des informations intéressantes, pensez-y. Allez faire un tour sur patreon.com/rdvtech et demandez-vous si ça vaudrait le coup de soutenir l'émission. Vous faites comme Samir Chebli, Lucas Tarasconi, Fenaraba 21, Ostracier, Marius P, Michel Salib, Geoffroy Alazar, François, Séraphane et Bonds. Merci à vous tous qui faites partie des gens qui soutenaient l'émission et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, qui font le choix de mettre un petit peu d'argent dans un produit qu'ils apprécient, dans une émission qui leur fait passer de bons moments. Merci du fond du cœur à vous tous. Et comme je le dis dans les stories que je fais sur Patreon, je vous aime tous beaucoup.
Bon. Eh bien, écoutez, on va passer aux rumeurs et aux news suivantes et on va commencer avec quelqu'un qui n'est jamais très loin, c'est Apple, avec une analyse et finalement qui a été confirmée par les résultats d'Apple. Eh bien, en fait, l'iPhone 10, dont on pensait qu'il serait trop cher pour être un vrai succès pour Apple, il a été non seulement un gros succès, mais il a été l'appareil le plus vendu je sais plus quand il a dit, chaque semaine ou chaque mois chez Apple. C'est l'iPhone le plus vendu et comme on le disait à l'épisode précédent, je crois, Apple a les téléphones qui se vendent le mieux de tous les smartphones. On parle des ventes mondiales et sur le premier trimestre 2018, les téléphones les plus vendus, c'est l'iPhone 10, 16 millions, premier trimestre 2018. Ensuite, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, Xiaomi Redmi 5A. Ensuite, Samsung Galaxy S9 Plus. Donc, les 4 premiers, c'est des téléphones Apple. L'iPhone s'est vendu à 16 millions. On parle du premier trimestre 2018. Alors, c'est juste après la sortie, etc. Mais il n'empêche. Donc, 16 millions pour l'iPhone 10, 12,5 millions pour l'iPhone 8, 8 millions pour l'iPhone 8 Plus, 5 millions pour l'iPhone 7, encore 5 millions. Et le suivant, c'est le Xiaomi Redmi 5A à 5 millions. Bon, ces chiffres sont peut-être un peu approximatifs puisqu'on a affaire à des chiffres d'analystes, mais enfin, ils ne sont pas non plus trompés du simple au double. Le marché total représente 345 millions de téléphones sur le premier trimestre 2018. Bon, tous ces chiffres viennent confirmer ce qu'on sait depuis un moment et ce dont on parlait déjà à l'épisode précédent, je crois, en parlant de la dominance d'Apple sur le domaine des profits dans le téléphone mobile, sujet qu'on connaît bien depuis longtemps. Mais là, le truc vraiment intéressant, c'est le succès de cet iPhone 10 qui avait été prévu par personne, moi y compris, quoi. Moi, je pensais quand même que ce serait celui de toute la gamme Apple qui se vendrait le mieux. Il était tu pensais malgré son prix Mais oui, souviens-toi quand le 8 a été lancé, où tout le monde disait, attends, j'attends de voir le 10 avant de savoir si j'achète le 8. Du coup, il n'y avait pas eu de très grand lancement du 8, du coup, et tout le monde attendait le 10 parce que on était quand même dans des gammes de prix. Oui, mais là, c'était à la fin de l'année dernière. Là, on est encore sur le premier trimestre et il se vend encore mieux que les autres téléphones sur tout le trimestre jusqu'à la fin. Enfin, on commençait à avoir quand même des avertissements d'analystes, justement, qui disaient « Oula, finalement, il se vend plus très bien après un début explosif. » Le début, oui, effectivement, il se vendait très bien. Mais après, sur la durée, moi, j'étais pas convaincu que ça... Enfin, clairement, tu as mieux analysé le marché que moi, mais moi, je n'irais pas jusque-là. Non, mais il y avait eu des choses qui avaient été, à mon avis, en plus mal interprétées. C'est-à-dire que, par exemple, quand en regardant ce qui se passait du côté de la supply chain, comme on dit, certains disaient, mais Apple a déjà prévu d'arrêter la production de l'iPhone 10. C'était une bêtise. Oui, il l'arrêtait pour faire un nouveau modèle pour la rentrée prochaine. Je pensais, mais de fait, alors c'est des chiffres du premier trimestre, qui est pas le trimestre le plus porteur en vente d'ordinaire. Tu vois, c'est pas le dernier trimestre de l'année, c'est pas bon, mais quand même, c'est hyper impressionnant. Moi, je suis impressionné que dans l'eau, on voit Xiaomi. Et alors du coup, je te livre une breaking news. Xiaomi se lance en France le 22 mai avec un store à Paris. Mais je crois qu'on en a parlé à l'épisode précédent déjà. Ah bon ? Oui, c'était breaking la semaine dernière. Mais... Oh, goddamn, je viens de tomber sur l'invite. Qui vient de tomber dans ma boîte. Bon, mais c'est important parce que, oui, bien sûr. Parce que jusque-là, Xiaomi, c'est un peu comme OnePlus, tu vois, c'est des trucs vachement bien, mais c'est des trucs de geek. Tout à coup, quand tu mets des vrais téléphones au vrai prix dans les mains des vrais gens, c'est quand même impactant et Xiaomi fait partie de ces marques dont on a l'impression qu'elles ont envie de manger le monde, quoi. C'est sûr, ouais. Des vrais téléphones au vrai prix dans les mains des vrais gens. Ça, je pense que ça pourrait être un slogan pour Xiaomi. Pas juste des trucs que tu regardes sur Frandroid en disant ah ouais, c'est vrai, il a l'air bien, mais bon. C'est vrai, ouais. Et que tu vas aller sur comment elle s'appelle cette plateforme chinoise, c'est pas de Alibaba. Alors AliExpress ou Best Gear ou tout ça. Oui. Parlons un petit peu de drones. À l'épisode précédent, on parlait justement des utilisations innovantes, intéressantes et positives
positive des drones qui pouvaient être utilisés dans des situations d'urgence, et ben là on a un petit peu le pendant, comme pour tous les outils technologiques qui sont développés. On a des aspects positifs et des aspects négatifs qui dépendent de l'utilisation qu'on en fait. Et ben l'aspect négatif, c'est que les drones sont visiblement de plus en plus utilisés par des criminels pour empêcher le travail des forces de l'ordre. Alors on a des exemples de dessins de drones carrément, de essaims d'abeilles, des essaims de drones qui sont utilisés pour rendre plus difficile le raid d'une prise d'otage du FBI. C'est-à-dire qu'il y avait une prise d'otage, le FBI lance son raid et il y a des essaims de drones qui ont été utilisés pour perturber l'opération des forces de l'ordre, ce qui est effectivement un petit peu impressionnant. On a également des drones qui sont utilisés pour surveiller les forces de police ou les enquêteurs qui font de la surveillance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les drones pour très discrètement voir où en sont les gens qui sont en voiture banalisée, par exemple, pour faire surveiller, enfin faire une planque, ce genre de choses. C'est bon, des utilisations auxquelles j'avais pas forcément pensé, qui sont assez normales, hein, quand on imagine dans l'esprit de qui que ce soit, quand on se dit qu'est-ce que je pourrais faire avec un drone, bah si on est un criminel, a priori c'est ce genre de choses auxquelles on va penser. Mais voilà, j'ai trouvé cet article assez intéressant sur ce sujet et ça donne une perspective sur la manière dont on utilise les différents outils qui sont à notre disposition, quoi. Ouais, et regarde ce qui se passe du côté des essaims de drones. Dans quelques jours, quelques semaines, Intel va fêter ses 50 ans et ils ont annoncé que pour un événement purement interne, pour leurs troupes, ils vont déployer le plus grand essaim de drones de l'histoire du drone. Il y aura 1500 drones dans les airs en même temps. Quand on imagine ce que c'est c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est, et puis là encore, c'est un truc auquel la science-fiction avait pensé, mais pas vraiment comme ça. Et de fait, tout à coup, t'imagines les utilisations criminelles de ce genre de choses. C'est rigolo, ça nous projette dans un futur, en tout cas intéressant. Bah justement, projetons-nous dans un futur tout aussi intéressant. En parlant de la Chine, la Chine a une nouvelle technologie d'analyse d'ondes cérébrales. En fait, ils utilisent dans différentes usines à une échelle, pas que dans des usines, mais l'un des exemples que prend l'article qui détaille cette technologie, c'est un article du South China Morning Post. Il détaille l'utilisation donc de capteurs, c'est des sortes de casques intégrés à des casques de sécurité en fait, qui vont être utilisés à grande échelle dans des usines ou même pour des conducteurs de train par exemple. Ils sont intégrés à la casquette du conducteur de train. Ils vont surveiller les ondes cérébrales des personnes qui les ont sur la tête. Et alors là, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Dans quel but selon les autorités chinoises et les autorités, à vrai dire, qui sont les autorités de ces usines qui les utilisent sur 40 000 employés à peu près, c'est pour améliorer les conditions de travail, bien sûr, pour surveiller qu'ils n'arrivent pas à des situations de stress trop grandes, pour leur permettre de prendre un break quand ils voient que les choses commencent à ne plus trop bien se passer, pour ce genre de choses. Ils disent qu'ils ont réussi à augmenter la productivité de manière significative grâce à ces outils. Je parlais de conducteurs de train. Il y a également un but de surveillance des conducteurs de train pour s'assurer qu'ils sont pas trop fatigués, c'est des trains à haute vitesse, hein. Donc c'est des contextes où une erreur peut être très dangereuse et donc ils s'en servent comme outil de sécurité, on va dire. Mais alors évidemment, quel que soit le contexte, et encore plus évidemment dans le contexte chinois, on imagine que toutes ces données ne sont pas solidement chiffrées sur les serveurs de l'usine ou de la société de transport, et que le gouvernement chinois y a accès. Et j'imagine, ça fait des années que ce système est mis en place, j'imagine les emmagasine et a trouvé d'autres utilisations depuis bien longtemps pour ces...
Non, il faut voir les données que sont capables d'exprimer ces capteurs. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Et c'est intéressant parce qu'une des données qui est le mieux mesurée, c'est la concentration. Donc là, tout à coup, c'est vrai qu'en mettre un sur la tête d'un conducteur de train, bah oui, ça tombe sous le sens. Il y a des constructeurs automobiles d'ailleurs qui ont fait des tentatives, mais personne n'a envie de se mettre des capteurs d'ondes cérébrales pendant que tu conduis. Après, voilà, c'est des données qui ont plus d'intérêt, j'ai envie de dire, en temps réel que sur la longueur. Ce que tu peux faire de ces données après coup, ouais, je sais pas. Oh là là, alors moi je suis complètement pas d'accord. C'est le genre de truc, imagine, tu as stocké les différents types de données sur les ondes cérébrales, effectivement, de ce que c'est 40 000, 100 000 travailleurs sur les 3 dernières années. Tu fais une enquête pour voir qui a été un petit peu agité dans la zone, dans la ville, qui a été agité les foules et mettre des, comment dire, s'il y a des manifestations ou des messages à caractère anticommuniste, tu vois, qui vont contre le parti. Si tu peux capter un petit peu le stress sur les jours où il y a eu des manifestations, ou si tu peux faire des recoupements de ce type-là, tu peux trouver des gens ou trouver des suspects. Enfin, à mon avis, ce genre d'utilisation n'est pas impossible, quoi. Ouais, c'est quand même plus des choses qui sont faites pour mesurer ton degré d'engagement, d'intérêt, d'attention, etc. Oui, mais machine learning, tu vois ça, tu recoupes avec le fait que les gens qui sont moins concentrés tant de fois par jour à tel moment de leur shift et à tel moment par rapport à ce qui s'est passé dans la ville, ça te fait une sélection de 40 personnes qu'il faudrait peut-être interroger un petit peu plus fortement. T'auras quand même plus vite fait de géolocaliser leur portable. Peut-être. Bon. Donc toi, ça t'inquiète pas du tout, cette histoire? Non, je dirais pas que ça m'inquiète pas du tout, mais c'est-à-dire qu'évidemment, on dit, c'est en Chine, donc ah là là, bon. Si on te disait, tu vois, je sais pas, Volvo dans ses usines suédoises va mettre des capteurs sur la tête de ses ouvriers pour éviter l'extinction du travail, tu dirais, oui, c'est intéressant, voilà. Peut-être. Et oui, de fait, les réglementations européennes nous protègent un petit peu, a priori, au moins contre des utilisations malveillantes de ce type de données. Donc c'est aussi pour ça que je me dirais, voilà. Tes ondes cérébrales sont-elles une donnée personnelle? Ah, bonne question. Et si on arrive à les capter de l'extérieur, on va faire un genre des capteurs, c'est un peu comme les alarmes incendie au plafond dans les bureaux qui feront une analyse en temps réel du mood général dans le bureau. Et quand là, il y a une tache rouge. Je sais pas. C'est ça, mais quand ça commence à être trop déprimé, tu mets de la musique plus joyeuse. Tu vas mettre, je sais pas, les musclés par exemple, tout à coup dans les haut-parleurs. C'est Josiane de la compta qui ruine l'ambiance, c'est normal. Ah, pourquoi toujours contre les comptables? Moi, dans ma boîte, dans la boîte où je travaillais, les comptables étaient très sympas. C'est vrai, moi j'ai plein de comptables très sympas ici. Oui, non, mais tout le monde est content. Personne ne devrait jamais dire de mal de ses comptables. Franchement, s'il y a une profession dans votre entreprise avec qui vous devriez être pote, enfin, dans votre entreprise, vous en foutez peut-être, mais en général, vous devriez être pote avec vos comptables. Moi, mon comptable est un auditeur de l'émission, d'ailleurs, et c'est un jeune homme formidable. Son équipe est exceptionnelle. Ah oui, non, mais vraiment. Moi, je les adore, mes comptables. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est vraiment des gens très bien. Bref, parlons maintenant, puisqu'on parle de la Chine, Huawei, qui est en difficulté avec les autorités américaines, puisqu'il y a des questions d'espionnage, même pas industriel, d'espionnage d'État. En gros, les États-Unis ont peur que la Chine infiltre la conception des appareils, de différents appareils. Huawei est concerné, mais d'autres aussi, et du coup puisse espionner à échelle industrielle, donc à échelle sociétale, les personnes qui utiliseraient leur matériel. Donc, ils interdisent de plus en plus les outils et les matériels de différentes marques, dont Huawei, et il semblerait que Huawei, du coup, soit en train de développer un OS maison, de peur qu'il ne soit plus autorisé à utiliser Android à terme. Parce que la question se pose pour ZTE aussi d'ailleurs, enfin pour un autre constructeur chinois. Donc il y a un peu de confusion mentale chez les Américains sur ce coup-là. C'est-à-dire que Huawei, c'est deux choses. C'est deux bras qui rattachés au même corps. Il y a les smartphones d'un côté et puis il y a les équipements réseau de l'autre.
Et en gros, on va pas se mentir, les Américains ont peur que les Chinois fassent avec Huawei ce que les Américains ont fait avec Cisco. En gros, je vous la fais rapide. Et avec d'autres. Avec ou sans leur accord, mais d'ailleurs. ils ont raison de se défendre. Enfin, on devrait tous se défendre de cette manière. Je crois que ils voient très bien d'où peut venir le danger. Mais c'est des choses qui concernent les équipements réseau, ça concerne pas les smartphones. Non, mais bon. Surtout que c'est quand même pas très compliqué à désassembler. En fait, tu peux analyser le trafic réseau, voir ce qui sort de ton téléphone pour voir quelles données sont renvoyées vers quel serveur, etc. À quelle occasion, avec quelles applis. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc ça a un petit parfum d'anti-compétition quand même tout ça. Mais sur les équipements réseau, bon, on peut avoir cette discussion. Ça se justifie plus, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des précédents, mais qui sont quand même dans l'ensemble des précédents américains, mais pas que. Mais du coup, ce qui est vachement dommage pour les Américains que... qui se plaignent massivement chez les geeks, de dire mais pourquoi on peut pas avoir le P20 Pro, nous? Oui, j'ai déjà eu des messages en réponse sur Twitter à ce sujet. J'ai eu des gens qui s'en plaignaient. Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que est-ce que ça pourrait pousser Huawei et d'autres à développer un troisième OS mobile qui pourrait avoir s'ils se disent tous ensemble, bon bah ok, si c'est comme ça, fuck, au revoir les Américains, nous on va développer notre OS mobile et on va se mettre à tous l'utiliser, ça pourrait donner lieu à l'émergence d'un troisième OS mobile, je pense. On n'y est pas encore, hein, mais... De toute façon, ils sont un peu forcés de le faire, ne serait-ce que juste de manière défensive, tu vois. Comme Samsung l'avait fait, alors avec peut-être d'autres ambitions, mais aussi pour dire je suis pas pieds et poings liés face à Android. Donc c'est logique, ils ont en plus un marché intérieur absolument gigantesque à servir. Ils ont un intérêt commercial à le faire parce qu'évidemment, si c'est leur OS, ils sont plus du tout forcés de mettre en avant les applis de Google, mais ils peuvent mettre leurs propres applis. Donc il y a une logique éminente à ce qu'ils le fassent. Ce serait quasiment irresponsable de leur part de pas s'y préparer d'une manière ou d'une autre, que ça serve ou pas, et que ça serve ou pas sur tous les téléphones ou pas. Enfin, tu vois, c'est exactement ce qui s'était passé chez Samsung avec Tizen, mais avant il y en a encore un autre avant, dont le nom m'échappe. Bref, d'avoir un OS maison qui permet au moins de maîtriser la chaîne de bout en bout. Ça, on connaît. Pour le cas où. Voilà. Bon, bah, il y en a qui se sont plantés aussi. C'est Nokia avec WeThings. Vous vous souvenez qu'ils l'avaient racheté il y a même pas si longtemps. Hein, ça fait quoi, 1 an, quelque chose comme ça, 1 an et demi. Ouais. Eh bien, ils n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit. Et du coup, ils songent à revendre WeThings. Et qui est sur le pont pour racheter WeThings? Ben, personne d'autre que Eric Carrel, je ne sais plus comment c'est. Carrel, voilà. Eric Carrel, qui est l'un des cofondateurs de WeThings. Donc, retour à la maison, c'est une société française, hein, bien sûr. Retour à la maison pour WeThings, ça pourrait être une bonne chose, ou est-ce que c'est trop tard pour cette société qui fait des objets connectés orientés vers la santé, en fait? Oui, c'est ça. La santé et le bien-être, c'était quasiment les inventeurs de la balance connectée. Ils ont fait après. D'ailleurs, j'ai une balance WeThings chez moi. Mais ouais, bien sûr, moi aussi, j'ai une balance WeThings à la maison et c'est génial. Tous les gens bien ont une balance WeThings chez eux. Mais parce qu'ils sont formidables, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement inventé des technos vachement bien, ils sont arrivés au bon moment pour raccrocher leur wagon au train, des bons capteurs, etc., pour en faire des trucs grand public, bien designés, avec des belles applis. Maintenant, ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une croissance à l'échelle de ce qu'ils voulaient, d'où la revente à Nokia. Oui, que sur le moment, qui était cohérente, quoi. Nokia qui a mis quelques temps à s'apercevoir que ils savent pas trop quoi en faire. Enfin que il n'y a pas un fit génial avec le reste de leurs activités et que bon, ils vont se recentrer surtout sur les équipements réseau, sur le reste. Ils ont donné en licence leur nom pour les smartphones. Donc voilà. Et alors là, le fait que ce soit, parce qu'il y avait apparemment plusieurs candidats sur les rangs pour la revente. Il y aurait eu apparemment Samsung, pourquoi pas des spécialistes de la santé aux États-Unis comme Johnson & Johnson. Et là, que ce soit Eric Carrel qui rachète. Quel bonheur, quoi. C'est parce que les gens connaissent pas Eric Carrel, parce que c'est un garçon discret, mais c'est un des fondateurs donc de WeThings, mais aussi de Sculpteo dans l'impression 3D. Il a fait plein de choses, il a investi dans plein de boîtes. C'est l'un des
c'est l'un des papes français de l'objet connecté. C'est-à-dire que si tu lances aujourd'hui une start-up dans les objets connectés, tu vas essayer d'aller voir. Allez, il y a de tête comme ça 3 personnes que tu vas avoir envie d'aller voir pour leur demander conseil. Tu vois, genre aller voir les vieux sages. Tu vas aller voir Raphaël Adjian. Tu vas aller voir tu vas aller voir Eric Carrel et tu vas aller voir non, c'est pas vrai, le patron fondateur de Parrot, Henri Seydoux, qui en plus sont parfaitement complémentaires. Donc voilà, que ça revienne, c'est pas tellement un cocorico que je suis en train de lancer, c'est que ça revient dans les mains de quelqu'un qui va savoir quoi faire avec. Très et qui en a la connaissance profonde, qui connaît les trucs, les équipes, c'est génial. Moi, espérons que ça se passe bien. Alors, c'est pas fait encore. Hein. Ils sont en négociation exclusive, donc c'est quand même vraiment, vraiment en bonne voie. Moi, on savait qu'il était sur les rangs, je pensais pas qu'il tenait la corde. Et ça, c'est une super bonne. Eh ben, espérons. Tiens, on part un petit peu plus sur des sujets plus fantaisistes, mais quand même, il semblerait que Hollywood soit en train d'essayer d'utiliser le machine learning pour prédire quels films auront du succès ou non. Alors prévoir. Enfin, la recette. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu la recette magique. On sait que ça a toujours été un but dans le cinéma ou dans la musique, essayer de trouver la recette pour les films qui marchent ou les morceaux qui marchent. Alors, je pense qu'il y a 2 manières d'appréhender cette news. C'est oh mon Dieu, on va encore avoir que des films formatés qui seront pile sur la recette et ça va jamais rien changer. Je crois que c'est une vision un petit peu sombre de la chose. Oui, il y a toujours eu des recettes. On n'a pas attendu le machine learning, mais il y a toujours eu des recettes et il y a aussi des gens qui sortent de la recette justement et qui font des choses surprenantes et intéressantes. Ça a toujours été le cas. Et puis surtout, je crois qu'une vision un petit peu plus réaliste, c'est que le machine learning n'est pas là pour analyser le script, même s'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ça aussi, mais ils analysent une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'analyser, par exemple, l'état du marché pour décider quand est le meilleur moment pour sortir un trailer, à quel moment le sortir, pour qu'il ait le plus d'impact. Ce genre de choses. Ouais. C'est ça qui, à mon sens, est, à ce stade en tout cas, vraiment le potentiel du machine learning dans ce contexte, quoi. Et ce genre d'utilisation... C'est une application de choses qu'on connaît un peu déjà. C'est-à-dire que déjà, tu vois des applis, des services qui vont te dire quel est le meilleur moment pour mettre, je sais pas quoi, le post de ton nouveau produit sur Instagram selon tes followers, leur distribution géographique, tout ça. Donc ça c'est intelligent. Après, aller analyser le script et te dire ouais non, ça va, la scène dans la cuisine, on s'en tamponne un peu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui essayeront ça aussi, mais... c'est un peu de ça. T'as déjà des moteurs qui te font, tu vois, de la musique faite par de l'intelligence artificielle, mais qui quand même dans l'ensemble arrive surtout à te recompiler ce qu'ont fait les Beatles. Donc on aurait peur de voir des films qui finalement ne feraient que reproduire des biais de trucs qui ont marché auparavant. C'est-à-dire, voilà, chez nous, ça nous dirait, vous avez pas envie de faire une comédie avec Christian Clavier? Non, pas forcément. Mais ce qu'il y a, c'est que ce genre de truc, on n'a pas besoin d'un algorithme de machine learning pour le savoir. Là où les algorithmes peuvent être intéressants, c'est pour essayer de comprendre pourquoi certains trucs marchent. Ou il y a une autre utilisation, une startup analyse des scripts, mais non pas pour dire si telle ou telle scène est en trop, encore qu'on y arrivera peut-être, mais pour prédire si ça va être un succès ou un échec au box-office. Alors, ils n'ont pas réussi sur tous les films qu'ils ont analysés, mais ils ont réussi sur une majorité. Ils disent sur 52 des 62 films qu'ils ont analysés à partir des scripts, ils ont réussi à prédire si c'était un succès ou non au box-office, ce qui peut du coup permettre aux executives des studios de décider s'ils vont mettre des moyens derrière la promotion ou pas. Alors, je suis toujours un petit peu, un petit peu mal à l'aise quand on parle de ce genre de sujet. Pas mal à l'aise, mais je sais que les réactions vont être « Oh, mais voilà, on n'a plus... » Enfin, comme je disais tout à l'heure, on fait que toujours les mêmes choses, et comme tu le disais aussi. Ah oui. Le truc, c'est qu'on est déjà dans ces situations. C'est pas que les grands studios qui font des blockbusters à longueur de journée, c'est pas eux qui vont prendre des risques de fou. Évidemment. Donc, c'est juste améliorer la manière dont on va comprendre les mécanismes dans lesquels on est déjà. Donc, je crois que ça peut être
intéressant. Et si on a peur du formatage de la culture pop, ça fait 40-50 ans qu'on est dans ce contexte, et ça fait 40-50 ans qu'il y a aussi des trucs intéressants, différents, innovants qui arrivent. Donc ça me fait pas trop peur, quoi. Ouais, non, je comprends. Mais je pense pas on peut pas s'attendre forcément à un océan de créativité, mais tu as raison que on arrive sur une situation où le problème est déjà connu, parce que c'est quand la dernière fois que tu allais voir un film qui n'était pas un sequel, un prequel, mais il y en a. Un reboot. Moi, je pense que peut-être un petit peu moins qu'avant, c'est vrai, mais il y en a quand même. Bon. Ok. Moi, je pense qu'on a tendance à... Oui, on a tendance à être un petit peu négatif. Mais bon, on pourra en parler à propos de... Je sais pas, on pourra faire une émission spéciale à ce sujet un jour. Dernier sujet, tiens, France.com est revenu dans le giron du gouvernement français aux grandes dames de son précédent possesseur, puisque il lui a été repris sans qu'il n'ait de recours. Alors, il le possédait depuis bien longtemps, le France.com. Le gouvernement français a fait une requête auprès, je ne veux pas dire de bêtises, mais auprès de l'autorité, je ne sais pas si c'est l'AFNIC ou... Bon, non, c'est pas l'AFNIC, c'est le... de l'autorité... On revient vers vous, oui. Voilà, qui pouvait le réattribuer au pays. Et du coup, je sais pas très bien... si je suis du côté de... c'est Jean-Noël Friedman qui le possédait depuis les années 90. Je sais pas si je suis du côté de Friedman qui se dit merde quand même, c'était mon domaine, ou du côté du gouvernement où je me dis oui quand même France.com, d'accord, on peut vivre sans, mais c'est quand même plus cool si c'est la France qui a France.com. Heureusement, Jean-Noël Friedman faisait rien de dramatique avec, voilà. Mais et je sais pas ce qu'il faisait avec d'ailleurs. Il avait des partenariats avec différentes marques. Ouais. Mais bon. C'est le centre de la question parce que, comment dire, le problème des URL, c'est que tu peux avoir deux marques identiques qui sont en fait des sociétés différentes. C'est-à-dire que, voilà, les stylos Montblanc et les crèmes Montblanc. Lequel des deux a le droit à Montblanc.com? Elle est bonne la question. D'ordinaire, c'est celui qui l'a enregistré en premier. Surtout s'il en fait un usage et que l'usage est cohérent avec sa marque. Enfin, voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, on va aller voir qui a Montblanc.com, mais je pense que ça doit être plutôt les stylos. Montblanc.com, oui, absolument, ce sont les stylos et les sacs en cuir. Si cette marque-là appartenait aujourd'hui à quelqu'un qui en fait tout autre chose et quelque chose qui a aucun rapport avec la marque, si l'URL appartenait à quelqu'un qui fait rien, qui a un rapport avec la marque, à ce moment-là, les crèmes Montblanc pourraient dire non mais attendez, c'est à nous, c'est une violation de notre copyright, de notre marque, etc. Et c'est comme ça que ça se passe depuis le début. Oui, je pense qu'il y a une logique à ce que quand tu tapes France.com instinctivement, tu arrives sur quelque chose qui est opéré par l'État français. Bon, pourquoi pas. Je trouve pas ça délirant. Ouais. Mais effectivement, Friedman n'est pas hyper content. C'est simplement à web.com, entre parenthèses, donc l'hébergeur qu'ils ont... Ah bon? Oui, et du coup, je pense que c'est l'hébergeur qui a eu un petit peu peur de se dire « Oula, c'est l'État français, c'est un ministère français. » Ils se sont dit « Ouh, merde, ok, oui, pas de problème, on vous le donne. » Et du coup, je peux comprendre. Parce qu'en fait, il y a 25 ans, il n'y avait pas de procédure pour récupérer ton URL s'il était absolument patent que c'était à toi qui devait appartenir. Donc l'ICANN, qui gère les noms de domaine, a mis en place une procédure d'arbitration, une sorte de tribunal interne devant lequel tu peux présenter ton cas en disant non, voilà, le site patrickbeja.com, à mon avis, cette URL, c'est quand même à moi qui devrait appartenir plutôt que, je sais pas, au kebab du coin de la rue. Ou pire, à Cédric Ingrand qui mettrait des contenus peu recommandables dessus. Absolument, évidemment, ce que je prévoyais de faire. Heureusement, je l'ai acheté avant. Ouf. My plans have been foiled. Donc, je pensais que l'État français, on était plutôt passé par là parce qu'à un moment, il faut que quelqu'un fasse un jugement de valeur en disant ouais, bon, c'est quand même plutôt à vous que ça doit revenir. Ouais, il y a eu un procès en France qui a été fait en France en 2015. Web.com a bloqué le domaine. Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Friedman a coquiné avec le Harvard Law Center. Et bon, au final, c'est la Cour d'appel de Paris
qui a jugé en septembre que France.com violait la loi de trademark, de marque en fait, en France. Et donc, à partir de là, les avocats du ministère sont allés voir web.com et ils ont dit, bah regardez, en France, on a un jugement qui dit que le site viole la loi française, donc vous nous le refilez. Mais les gens de web.com, qui sont une société américaine, l'ont donné sans en informer Friedman. Ah, ça, donc, c'est pas sympa. C'est pas sympa, mais en même temps... Ça, c'est pas chic. Et est-ce que la loi française vaut pour le nom de domaine dans le monde, mais en même temps le nom de domaine c'est France.com, donc ça devrait peut-être. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est des choses qui normalement se règlent devant l'ICANN, qui est quand même l'autorité compétente. Mais allez lire un jour si vous avez le temps l'histoire de la saga incroyable du domaine sex.com, qui était une histoire absolument faramineuse, où le propriétaire se les fait voler parce que quelqu'un a envoyé une lettre ou un fax à son hébergeur en disant vous pouvez transférer le domaine vers ce DNS, merci, c'est gentil, voilà. Bref, c'est une saga absolument sans fin, et là je suis sur un réseau d'entreprise, donc j'irai pas voir ce qui se passe sur sex.com aujourd'hui. J'irai pas non plus, même de la maison, on sait jamais. On manque de curiosité de perdre. Enfin bon, bref, donc voilà, France.com, moi j'ai même pas vraiment d'avis sur la chose, c'est juste, je sais pas qui a raison dans cette histoire, mais c'était intéressant à mentionner. Et ça va nous amener à la fin de cet épisode. On va quand même également mentionner qu'il y a, comme je le disais, Build, Microsoft Build et Google I.O. cette semaine. À vrai dire, c'est même ce soir et demain soir. Je vais peut-être les couvrir en live avec les amis du Studio Renegade. On verra si mon bébé me laisse le loisir de faire ça. Mais en tout cas, on vous en parlera la semaine prochaine. On vous détaillera ça pour vous dire ce qui s'y est passé. Généralement, il se passe des choses plutôt intéressantes. Un bébé, c'est une condition suspensive de tous les contrats. Exactement. Et oui, je viendrai. Sauf s'il fait ses dents. C'est implicite. Mais merci beaucoup, Cédric, de t'être joint à moi pour couvrir toute cette semaine d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire et dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet ? Le plus simple, c'est sur Twitter, @Cédric. Vous pouvez me voir sur LCI le jeudi matin dans la matinale LCI de Pascal de la Tour du Pin. Cette semaine, il y a toutes les chances que je fasse une démo de l'Oculus Go, mais il faut se lever tôt le matin. Parce que c'est 6h40, 7h40, voilà. Et puis sinon, on va s'arrêter là. N'allez pas me chercher sur Facebook. J'y suis, mais j'y suis plus. D'accord, ok. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Je suis NotePatrick à peu près partout. Je suis également sur FrenchSpin.fr pour voir toutes les émissions que je produis. Alors, c'est le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, comme je le disais, avec pour le rendez-vous jeu le petit topo qu'on a fait sur l'Oculus Go, que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse. J'ai aussi ressuscité Positron, alors qui est pour le coup, il y a juste le lien du RSS sur le site, mais vous pouvez chercher Positron dans votre application de podcast et vous pourrez trouver les 2 derniers épisodes qui sont consacrés à Avengers Infinity War. J'ai fait un épisode sans spoiler tout seul, c'est le 101, et un épisode avec spoiler avec Cédric Bonnet, c'est le 102, et donc ça vous fait petite review sur Infinity War. Vous pourrez me dire ce que vous pensez de ce que j'en ai pensé et de ce que Cédric en a pensé. Je vous dis tout de suite, moi je suis plutôt fan, donc voilà. Mais on détaille. C'était un moment intéressant et sympathique à passer avec Cédric. Donc ça, c'est Positron. Et enfin, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes ou sur votre catalogue de podcasts si vous voulez dire aux gens comme vous appréciez le rendez-vous tech. Vous pouvez également faire comme tous les gens qui recommandent le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu ou d'autres à leurs collègues, à leurs amis. C'est le meilleur moyen pour diffuser la bonne parole, c'est de dire aux gens justement Oculus Go, réalité virtuelle. Ils en parlent dans le dernier rendez-vous tech. Tu devrais aller écouter si tu veux te faire un avis et si tu veux savoir si oui ou non tu devrais commander l'Oculus Go. Voilà, c'est très très simple. Vous le dites aux gens dont vous pensez que ça pourrait les intéresser. Et après, ils vous remercieront de leur avoir conseillé l'émission. Ça, c'est évident. Donc, vous répandrez la bonne parole comme ça. Ou si encore vous êtes encore plus fan des émissions, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et soutenir l'émission financièrement.
Il y a beaucoup de gens qui le font et c'est, comme je le disais, le modèle le plus sain de la Terre parce que vous le faites seulement si vous le voulez et autant de temps que vous le voulez. Donc voilà, franchement, si ce genre d'initiative, vous ne les soutenez pas, eh ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Là, c'est la chose la plus appréciable qui soit. Donc j'espère que vous considérerez, si vous appréciez l'émission, si on vous fait passer un bon moment. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Le prochain bon moment, ça sera dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous!